Ce que vous avez ici, on va essayer de manière un peu vérifier son axe. Donc vous avez ici le rotor. Sur le rotor, vous avez les ailettes qui sont fixées et qui vont évidemment tourner. Et en bleu, j'ai essayé de dessiner le stator, qui évidemment n'est pas solidaire du rotor et qui ne tourne pas si tout va bien. Donc l'application dont on parle ici, c'est l'application qu'on appelle labyrinthe en français ou étanchéité, sealing steam en anglais. Donc le problème ou l'application est la suivante. La turbine à vapeur, pour qu'elle fonctionne bien, eh bien, on va devoir, s'assurer que la mise au condenseur n'est pas détruite pour de l'arrivée d'air. Vous savez que pour la partie basse pression de la turbine, ben, on est au condenseur sur sa sortie. Et donc, il faut absolument essayer que l'air qui vient de la salle des machines ne rentre pas trop facilement dans la turbine, parce que sinon, ça fait perdre le vide au condenseur. Et donc, l'étanchéité de la zone autour de l'axe, donc la zone entre le rotor et le stator, doit absolument être faite pour éviter une rentrée d'air. Comme vous avez ici une partie tournante, ben, on ne peut pas aller colmater ça ou visser ça. Donc, il faut absolument assurer une étanchéité sur des parties tournantes, mais c'est ça qu'on appelle des labyrinthes. Donc, ça, c'est une première application pour la vanne basse pression qui est le condenseur, pardon, pas la vanne, la turbine basse pression qui est connectée au condenseur, mais on a la même chose pour la turbine haute et basse pression, pour lequel de toute façon, on doit assurer ici une bonne étanchéité pour éviter que la pression dans la turbine, qui peut aller jusqu'à 160, 190 bars, n'envoie pas de la vapeur dans la salle des machines, parce que c'est dangereux pour les gens, parce que ça fait perdre le rendement, etc., etc., etc. Donc, il faut prévoir ce qu'on appelle un labyrinthe. Et le labyrinthe, mais justement, c'est une application de split range. Le labyrinthe, c'est une application de split range parce qu'on est en fait en régulation de pression. Et donc, pour ça, l'application est la suivante. Contrairement à l'ordre des slides, je commence par le deuxième, donc le mode de démarrage, pour vous expliquer que ce qu'on va faire, c'est assurer une certaine pression d'air ici sur un pipe de vapeur qu'on va réguler, et cette pression, elle alimente cet orifice qui arrive au niveau de l'axe de la turbine à vapeur. Et vous le voyez ici, le condenseur, il est quasiment en dépression, on est à 60 millibars absolu. Ici, on va se donner une consigne d'environ 20 bars G, autrement dit 20 bars au-dessus de l'atmosphère. Donc la pression ici est évidemment bien plus élevée que celle-là. Si, n'oubliez pas qu'il y en a un qui est en absolu et un qui est en relatif. Et donc, pourquoi est-ce que ceci est étanche? Eh bien, parce qu'on va, grâce à ça, s'assurer que pendant le démarrage, on a la vapeur qui arrive par ici, et vous allez voir que dans l'autre phase, ça va changer de sens, d'où l'application de split range. On a de la vapeur qui va arriver ici, et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre dans la machine, comme je vous le disais, eh bien, on met ça en surpression par rapport à la pression du condenseur, comme ça, on a de la vapeur qui arrive par ici, et comme on est en surpression par rapport à l'atmosphère aussi, eh bien, cette vapeur va partir par ici. Et qu'est-ce qu'on va faire en plus? Eh bien, pour essayer de limiter le débit vapeur, et ça justifie l'appellation labyrinthe, on va en réalité équiper le stator et le rotor de garniture. En fait, c'est ce que vous voyez là. C'est simplement faire des chicanes pour augmenter les paires de charge. Donc, on va augmenter les paires de charge en mettant des garnitures sur le stator et sur les rotors. Donc, c'est vraiment faire un labyrinthe pour que la vapeur doit faire, entre guillemets, des zigzags et avoir beaucoup de paires de charge, de manière à ce qu'on assure effectivement un débit de vapeur ici pour avoir une étanchéité, être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre, mais on ne veut pas consommer de la vapeur à crever non plus. Donc on veut assurer une circulation minimum de débit d'air, et donc pour ça, on va vraiment mettre, ce système d'étanchéité, donc ces labyrinthes qui sont ici. Donc, on va être étanche si la pression ici est supérieure à 20 bar G. Là, on est vachement plus en dépression. Ici, on est à peu près à 0 bar G parce qu'on est à l'atmosphère. Donc, l'air, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, pardon, je vais d'abord vous montrer la deuxième chose. J'ai dit que j'étais au condenseur. Ceci est aussi raccordé au condenseur. Autrement dit, ici également, on va avoir 60 millibars absolus. Autrement dit, ça suce à fond. Et donc, l'air, ici, est en surpression par rapport au condenseur. Donc, voilà ce qui va se passer.
ma delta P ici, assurée grâce à la présence du condenseur, est telle que l'air va rentrer, mais grâce aux pertes de charge du labyrinthe, je ne vais pas avoir trop de débit d'air, et je vais le faire sortir par ici. Et ici, en vert, je continue avec ma vapeur, mais la vapeur, elle va arriver par ici, mais comme j'ai ici une pression plus basse que ceci, l'air ne s'est pas remonté par là et ne s'est pas allé vers la salle de machine, et va continuer son chemin par ici. Donc la vapeur fait ce chemin-ci, l'air fait ce chemin-ci, et grâce au fait que j'ai mes 20 millibars qui sont présentes ici. Elles sont présentes grâce à quoi? Eh bien, grâce à un apport, je vais mettre dans le même sens, grâce à un apport de vapeur qui vient donc de la droite, par une vanne de réglage qui vient chercher ici de la vapeur auxiliaire. Cette vapeur auxiliaire vient d'une chaudière, une petite chaudière, vient de n'importe quoi. Ça, on s'en fout, c'est une autre partie du process. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder ça à 20 bars grâce à un apport de vapeur. Dans un premier temps, la situation est telle qu'elle. Donc, j'ai besoin de vapeur qui vient d'ici. Parce que ceci est à la pression condenseur, ceci est à l'atmosphère. Donc, la seule chose qui peut mettre ça en surpression, c'est ma vapeur auxiliaire qui vient pressuriser ceci. Autrement dit, ça, je pourrais ne même pas encore le dessiner. Ça, c'est ma première application, c'est une bête régulation. Qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer à monter en charge et qu'on va admettre de la vapeur, je ne dessine pas par où, mais on va admettre de la vapeur dans la turbine? Et bien là, le condenseur fait son boulot par rapport à la turbine, ça on s'en fout un petit peu. Le condenseur est toujours raccordé ici, mais ce qui est important, c'est comme on va admettre de la vapeur ici, ben, la pression va monter. Donc on va aller, disons, jusque 100 bars. Qu'est-ce qui va se passer lorsque j'ai 100 bars ici? Ben, vous allez avoir que maintenant, la pression de 100 bars, elle devient plus élevée que ma pression de 20 bars. Enfin, 20 millibars même. Oui, attention, j'ai mis 20 bars, c'est 20 millibars. J'ai mes 20 millibars ici, j'ai mes 100 bars ici, et donc c'est clair que dans ce scénario-là, la vapeur va aller dans l'autre sens. Et j'ai une pression ici qui est plus élevée que mes 20 millibars, et je veux garder mes 20 millibars ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À ce moment-là, le split range va commencer à décharger la vapeur. Et donc on est dans un split range pour lequel celle-ci va se fermer quand on est en charge, et celle-ci va s'ouvrir pour faire perdre de la vapeur de manière à garder ici les 20 millibars et ne pas monter trop haut sur le circuit de vapeur ici, et qui n'est pas dimensionné pour avoir quelque chose de plus que 20 millibars. À 100 millibars, on commencerait à tout péter. Donc on va ouvrir celle-ci et décharger cette vapeur, elle est réutilisée plus loin, donc elle n'est pas perdue. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Une pression qui est supérieure à 20 millibars, donc on va continuer à passer par ici au niveau de la vapeur. Et ici, de nouveau, on a une pression qui est forcée négative, proche du zéro absolu, grâce au condenseur. La pression de l'air, c'est la même chose. Et donc, la vapeur va repartir par ici. Et l'air, lui, continue toujours à arriver par ici. Et donc, vous voyez que quel que soit le scénario, vous avez bien une étanchéité dans le sens où l'air ne peut jamais arriver dans la turbine et la vapeur ne peut jamais arriver dans la salle de machine. Donc ça, c'est une application fondamentale en turbine, parce que si vous n'avez pas ça, eh bien, vous n'arriverez jamais à démarrer votre turbine, parce que vous allez perdre de vie de condenseur, vous risquez aussi également, si vous ne tenez pas bien la pression des vapeurs d'alimentation, vous risquez également de refroidir de trop les labyrinthes quand vous êtes à basse charge, et il y a plein de problèmes qui arrivent. Et donc ça, c'est une application fondamentale de split range dans une turbine à vapeur, c'est des choses très importantes. Au niveau mécanique, c'est évidemment le truc qui doivent être fait avec un jeu assez petit pour justement avoir les pertes de charge les plus grandes possibles, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait des frottements. Comme ceci va se dilater avec la montée en température de la turbine, il faut prévoir des jeux mécaniques importants, et ça arrive qu'il y ait, suite à des gros transitoires ou surtout des erreurs de manipulation parce qu'on n'a pas respecté les gradients de température, bien qu'on ait des problèmes de dilatation, que les labyrinthes frottent et on doit arrêter la machine, l'ouvrir et réusiner. On est parti pour des fois des mois d'arrêt, donc c'est absolument catastrophique. Donc cette pression, cette régulation-ci est vraiment fondamentale dans l'application de split range. Ça vous en parlerez, M. Bauerfeld, donc je n'en parlerai pas maintenant. Remarque importante, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure sur grande vanne, petite vanne. On repart sur le scénario split range qui est divisé à 50%. Et donc ici, vous voyez bien que lorsque la sortie du régulateur en X bouge, un même delta va utiliser de la même manière deux vannes. C'est encore une fois les pentes de mes deux pots.
Donc ça fait clairement l'hypothèse que les deux vannes, si vous avez deux vannes d'apport dans une régulation de niveau, que les deux vannes sont identiques, qu'elles ont le même effet sur le process. Une application plus classique, c'est une application, oui. Et donc si on s'amuse à redessiner du coup l'effet sur le process, vous allez voir que la sortie de régulateur va amener un certain débit d'eau dans la cuve. Et quelle est la relation entre sortie de régulateur et débit d'eau? Mais dans un premier temps, le régulateur pilote la première vanne qui est rose, et donc une variation de position du régulateur me donne une certaine variation de débit. Dans un deuxième temps, on attaque la deuxième vanne, mais vous voyez bien que si les vannes sont identiques, la même variation de débit sur une vanne ou sur l'autre donne la même variation de débit, donc donne la même variation de hauteur, donc le régulateur de niveau, il a ce qu'il faut. Si vous avez des vannes, des organes de réglage de manière générale qui n'ont pas le même dimensionnement, alors on se retrouve dans ce scénario-là. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce scénario-là, qui est un scénario d'erreur, parce que vous voyez que le régulateur, entre 0 et 50% utilise la petite, et entre 50 et 100 utilise la grande. Autrement dit, pour lui, le même delta de 50% sur une vanne ou sur l'autre, c'est égal. Or, ce n'est pas égal, parce que sur les premiers 50% utilisent la petite vanne, donc il y a peu d'effet sur le process, parce qu'il y a un faible gain de débit par position de vanne sur cette vanne-là, et donc les 50 derniers pourcents, quand on attaque la grande vanne, on a évidemment une plus grande variation de débit. Donc qu'est-ce que ça donne comme effet global ce split range? Un split range qui est non linéaire, parce que vous avez ici que, selon que vous suivez sur la première vanne ou sur la deuxième vanne, eh bien vous avez, le régulateur va piloter une vanne qui crée moins de débit. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a ça? Ce qu'on a souvent, encore une fois, pour les questions de finesse de régulation, adapter le split range. Et adapter le split range, donc regardez en haut, on a 50%. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va décaler le split range pour, que la partie petite vanne soit utilisée sur une plus petite partie de la régulation. 2, l'effet global. Ça revient en fait au même. C'est que j'ai linéarisé l'effet global de mon split range. Donc, regardez ce qu'on a ici. On a un exemple pour lequel il y a une vanne qui est 2 fois plus grande que l'autre. Donc vous avez la vanne A qui fait 1000 litres par minute à 100%. La vanne B fait 2 fois plus, donc vous avez un ratio 1 tiers. Et donc qu'est-ce qu'on dit ici? Eh bien, le régulateur est au courant de ce ratio 1 tiers. Il va utiliser 1 tiers de sa sortie pour piloter la petite vanne, et les 2 tiers pour piloter la grande vanne. Et si on remet ceci maintenant en caractéristique de débit, eh bien, on montrera, en supposant que la vanne est linéaire, c'est assez direct, montrera qu'on a un ratio, une courbe débit sortie du régulateur qui vient linéariser grâce à ça, alors que ce n'était pas le cas avant si on ne tenait pas compte du fait que les deux organes de réglage ont un dimensionnement différent. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et petite remarque, pour la refaire en plus, vous voyez ici que l'idée, c'est d'avoir une relation linéaire débit-position de vanne. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on pouvait également faire en plus pour obtenir cette relation linéaire entre débit et position de vanne? Tenir compte de la caractéristique de la vanne. Donc en fait, dans le split range, on va souvent intégrer pas que le dimensionnement de la vanne, donc son débit à 100%, son KV, comme vous en discuterez plus tard, mais également la forme, de manière à essayer d'obtenir une relation sortie du régulateur débit qui soit le plus linéaire possible pour que le process vu par le régulateur soit linéaire. Oui. Donc l'exemple que vous avez ici, l'exemple que vous avez ici, l'exemple que vous avez ici. L'exemple que vous avez ici est tel que la petite vanne, la vanne A, elle fait 1000 litres par minute quand elle est complètement ouverte. La vanne B fait 2000 litres par minute quand elle est complètement ouverte. Donc vous avez 3000 litres par minute à disposition, un tiers qui est fourni par la petite et les 2 tiers qui sont fournis par la grande. Okay, ça, c'est le ratio dont on a besoin pour essayer de linéariser l'effet du split range. Autre application, mais je vais passer rapidement dessus. Donc, vous avez vu que l'application que je vous ai montrée avec le ceiling sting, donc le labyrinthe, c'est une application où on utilise une vanne et ensuite son opposé. Autrement dit, on était dans la courbe où on est dans une courbe en V pour le split range. Autre application ici pour laquelle on a 2 vannes. On a nouveau une application de pression, mais elles vont dans le même sens. Pourquoi? Eh bien, vous avez ici un temps, pour ne pas rentrer dans le détail, que vous devez réguler en pression, et vous avez 2 organes de réglage.
En fait, ce qu'on a dans cette application-ci, c'est la première vanne, la vanne A, qui va vers un compresseur, mais les compresseurs, vous verrez ça, c'est peut-être un peu de régulation dans les compresseurs, ça peut pas être, on ne peut pas avoir une variation de charge trop grande. Sinon, il y a des problèmes de stabilité de compresseur qui peuvent péter complètement les élèves du compresseur. Donc la vanne A, il y a son dimensionnement qui joue, mais aussi sa dynamique, elle doit être assez lente. Or, dans cette application-ci, si la pression monte trop vite dans notre séparateur, eh bien, il faut absolument évacuer le gaz, sinon, de nouveau, on a des risques au niveau de sécurité de l'installation. Donc, vous avez ici deux organes de réglage, et vous avez la manière de les piloter ici, qui vous est indiquée par le split range, parce qu'elles vont dans le même sens. Les deux, quand elles s'ouvrent, font chuter la pression du séparateur. Ici, n'intervient pas encore la notion de dynamique dont je viens de vous parler. Elle va intervenir après, mais j'ai quand même déjà commencé à l'introduire tout à l'heure. Je vous ai dit avec le split range qu'on avait un régulateur qui allait vers deux organes de réglage. En fait, ça peut être remplacé également par deux régulateurs, chacun allant vers son organe de réglage. On est alors dans une structure qui peut se dessiner de la manière suivante. Deux régulateurs. Chacun va vers son organe de réglage. Et on est dans une application de split range, donc c'est bien la même valeur qui va aux deux régulateurs. C'est le même PG qui va aux deux régulateurs. À quoi est-ce que je dois faire attention, à votre avis, si je fais ça? Si je veux respecter l'idée du split range, mais que pour des raisons, encore une fois, de différence de dynamique entre les deux organes de réglage, donc c'est un peu la même réflexion que ce qu'on a fait tout à l'heure sur, je ne sais plus quoi, oui, pour l'override, mettre un régulateur et mettre le sélecteur de mine en amont, ou plusieurs régulateurs avec les sélecteurs en aval, on avait dit que c'était lié à des dynamiques différentes. Ici, on a en fait le même raisonnement, mais un peu son petit frère. On a une variable qu'on veut contrôler, c'est la pression, et plusieurs organes de réglage. Et de nouveau, on peut être amené à se dire que si on a des dynamiques fort différentes, on ne va pas faire un split range, gérer un unique régulateur, mais avoir plusieurs régulateurs pour pouvoir avoir des dynamiques différentes, et donc des tunings différents des deux régulateurs. Si je fais ça, je dois faire attention à quoi? Dans cette application aussi, par exemple, si je veux que une vanne de régulation s'ouvre seule et que l'autre ne s'ouvre qu'après. Découplage. Bah oui, ça revient à découpler, mais comment? En faisant un feed forward, ouais. Non, 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 je vois pas comment interviendrait la feed ici. Comment est-ce que je vais devoir m'assurer, si j'ai une seule variable à contrôler, qu'elle va mettre deux régulateurs, que j'utilise d'abord un organe de réglage et seulement après l'autre, qui soit en secours, en deuxième. Mon A et mon B, mes autres exemples. Qu'est-ce qui doit être séparé? Il faut que j'éloigne deux choses, mais que j'éloigne quoi? Les limites, les consignes. Les consignes de pression. Donc si on veut faire un split range, mais que on ne veut pas le faire de nouveau pour des raisons de dynamique différentes, on veut le faire avec deux différents, alors il faut faire attention. Selon que vous vouliez la forme 1, 2, 3, 4 du split range, ça sera un peu la même chose, mais raisonnons sur celui-ci. Si je veux que ma vanne A s'ouvre d'abord et que ma vanne B ne s'ouvre qu'après, quand j'en ai vraiment besoin, parce que la vanne A ne suffit pas, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais gérer ça au niveau de mes consignes, et je vais avoir ici une consigne A ou B, une consigne 1 et une consigne 2. Je vais prendre mon vocabulaire A et B. Si j'ai ma vanne de réglage A et ma vanne de réglage B, les deux consignes correspondantes doivent être différentes. Et qu'est-ce que je vais dire ici? Sachant que ma vanne fait chuter la pression. Est-ce que la consigne A doit être plus grande que la B ou la A doit être plus petite que la B? Pour que la B ne s'ouvre que quand la A n'est plus suffisante. La A est plus petite que la B. Donc on va mettre la consigne de pression B sur une valeur supérieure, de manière à ce que dans un premier temps, j'ai uniquement la A qui s'ouvre, et si ça ne suffit pas, ben, je vais le voir parce que la consigne va être excédée, la consigne A va être excédée, et quand j'arrive à ma consigne B, qui est évidemment dans cette application aussi plus haute que la A, eh bien je vais alors commencer à ouvrir la B. Et là, il faut faire attention à ce que l'écart entre les deux consignes soit assez grand. Qu'est-ce qui va se passer si l'écart entre les deux consignes n'est pas grand? Les deux vont être ouvertes en même temps pendant les régimes transitoires. D'une application à l'autre, ça peut être très embêtant. D'une application à l'autre, ça peut être désiré.
Mais de manière générale, si l'idée est d'aller vers une idée split range où j'utilise complètement mon organe de réglage A avant d'aller vers le B, alors ça demande que vous ayez une grande différence de consigne entre les deux organes de réglage et donc entre les deux régulateurs qui chacun pilote un de ces organes de réglage. Donc c'est un petit peu le pendant de ce qu'on a discuté en override. On peut des fois s'en sortir avec un régulateur ou plusieurs. Ça va encore une fois principalement dépendre du fait que les dynamiques soient toujours différentes. On parlait tout à l'heure de l'application de température, mais en fait souvent c'est le cas. En température, l'organe de réglage qui chauffe et qui refroidit n'ont pas du tout la même dynamique. Autrement dit, souvent, en température, on va choisir d'avoir deux régulateurs avec des consignes un petit peu décalées. Si on veut avoir quelque chose de très performant, on peut parfaitement dire que le régulateur est en mou, les dynamiques, c'est pas grave, ça va pas rendre ma boucle fermée instable, ni quand je suis sur un organe de réglage, ni sur l'autre, et donc on peut se satisfaire d'un split range, autrement dit d'un seul régulateur, malgré des dynamiques différentes lorsqu'on est sur les deux organes de réglage. Donc ça, c'est l'application avec deux régulateurs, vous voyez ici, et la remarque sur les gestions de consignes différentes. Donc la conclusion, c'est ce que je viens de vous dire. On a deux approches quand on veut faire du split range. Un régulateur et un split range, valable si vous avez des dynamiques assez différentes. Si les dynamiques sont différentes, on va prendre deux régulateurs et gérer le split range par l'écart, l'offset entre les deux consignes. Quand on fait ça au niveau implémentation, on doit faire attention aussi et ne pas mettre de constantes pour la consigne 1 et la consigne 2. Qu'est-ce qui risque de se passer si vous mettez deux valeurs constantes dans l'automate? Si je mets une constante à 1 bar et une constante à l'autre bar, et l'autre constante à 2 bars, qu'est-ce qui risque de passer dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans 5 ans? Non. C'est le même capteur, hein. C'est le même PV qui va vers les deux régulateurs. Ce qui risque de se passer, c'est quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, vient de changer la consigne, mais que d'un des deux, et là vous êtes dû évidemment. Donc quand on fait ça, pour être sûr de ne pas avoir le problème, on prend une consigne, et puis on prend la même sur laquelle on rajoute un offset pour aller vers le régulateur. Donc ça, si quelqu'un change la consigne, on garde le même décalage entre les deux consignes. C'est un petit truc d'implémentation. On le sait quand on se fait avoir, et on n'oublie pas. On vient d'en parler, je n'ai pas grand-chose à en redire. Et ça, je vais vous laisser regarder, ce sont d'autres exemples. Vous remarquez ici encore une autre forme de split range. Donc de nouveau, c'est parce que vous avez des actionneurs qui interagissent, enfin, qui agissent sur le process dans un sens ou dans l'autre. Et donc ce sont les 4 configurations de split range dont on a parlé. Donc regardez ça pour avoir des idées pour ça, travailler sur d'autres exemples si ça que vous avez à l'examen, mais c'est tout à fait symétrique. Donc je ne vais pas m'amuser à repasser dessus. Un stockage de pression de temps, c'est de nouveau la même chose. Donc, une nouvelle application sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Xème élément dans nos structures de réglage, après le feedback, le feed-forward, la cascade, l'override, le ratio, le split range, voilà le mid-range controller que j'ai appelé également la fois passée Valve Position Control, donc vous le retrouvez souvent sous l'appellation VPC. De nouveau, c'est dans une structure de réglage parce que ça concerne plusieurs entrées et ou plusieurs sorties. Alors l'application directe, vous pouvez la voir ici, mais vous allez voir que souvent ça va plutôt être la coordination entre une vanne et une pompe, mais ça se retrouve quand même sur deux vannes, donc commençons quand même par cet exemple-ci. On est ici, encore une fois, en train d'essayer d'améliorer la qualité de la régulation en travaillant avec une grande vanne et une petite vanne. Donc c'est le même scénario que tout à l'heure. Ici, on va choisir de ne pas travailler en split range. On va choisir une autre solution qui est de ne pas utiliser la vanne de réglage fine que dans le pas de la zone de régulation, mais d'essayer de l'utiliser en toute la zone de régulation. Et donc la coordination entre la grande vanne et la petite vanne ne vont plus être comme un split range en disant j'utilise la petite vanne que pendant le démarrage, donc quand je suis à basse demande de régulateur, effectivement c'est là que j'ai besoin de faible débit et que je veux réguler avec beaucoup de nuances. Après, je peux réguler sans trop de problèmes sur la grande vanne. Ça, c'est l'idée du split range avec petite vanne, grande vanne. Ici, on veut encore améliorer la qualité de la régulation en disant que je veux toujours utiliser la petite vanne en régulation, à grand débit ou à petit débit. Mon installation physique est la même, j'ai deux vannes en parallèle, le grand et le petit. Ce qui va changer, c'est ma manière d'implémenter les régulations. On va ici faire du mid-range control ou du valve position control. Ça veut dire que la grande vanne va être en régulation pour aider la petite vanne à rester en régulation. La petite vanne va faire la régulation principale, la régulation de débit, de pression, de température,
elle, il n'y a rien de spécial, elle va toujours être en régulation, sans split range, et on va utiliser la grande vanne pour aider la petite vanne à travailler dans sa bonne zone de réglage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Et on va tout simplement bien les coordonner dans notre structure de réglage en faisant la chose suivante. On va venir avoir le régulateur principal, qui est dans mon exemple ici, est un régulateur de débit. Le régulateur principal, c'est 1. Lui, il n'y a rien à dire. Mais regardez, le deuxième régulateur, qu'est-ce qu'il a comme consigne et qu'est-ce qu'il a comme organe de réglage? Le régulateur numéro 2 n'a pas comme consigne une mesure process. C'est ça qui est tout à fait original là-dedans. Le régulateur numéro 2 n'utilise pas une mesure process, un PV comme PV qui lui arrive. Il utilise la consigne de l'autre régulateur. Ça ressemble quelque part à une cascade, mais ce n'est pas vraiment ça non plus. Donc ils sont Q à Q, mais il y a quand même une différence. Le régulateur numéro 2 utilise la consigne du régulateur numéro 1. C'est tout à fait différent de ce qu'on a comme cascade. Ça a à peu près la même configuration, mais la philosophie est fort différente. Et le régulateur numéro 2, vous voyez qu'il va piloter la grosse vanne, la vanne numéro 2. Et donc, comment ça va se comporter ça? La consigne de position de la petite vanne, elle est donnée comme consigne au régulateur C2. Comment est-ce que vous allez la choisir? C'est ma remarque de tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai dit, si votre caractéristique de vanne est telle que vous avez ceci, eh bien, vous savez que vous n'allez pas vouloir travailler ici, vous allez vouloir travailler ici. Et donc, on va choisir comme position nominale de la petite vanne 30% ou 50%. Et on va s'arranger pour essayer de toujours être dans cette bonne zone de réglage par la petite vanne. Et donc, la suite, vous la voyez venir. Qu'est-ce qu'on va faire? La petite vanne va régler le débit. S'il lui faut un grand débit, la petite vanne, elle va devoir s'ouvrir à plus que 50%. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La grande vanne va commencer à s'ouvrir parce qu'elle veut que la petite vanne reste à 50%. Or, la petite vanne, elle est en train de régler le débit. Pour régler le débit, elle s'ouvre à 60%. Donc, la grande vanne dit, je vais venir t'aider, je vais faire du débit. Comme la grande vanne commence à s'ouvrir, elle fait du débit. Et donc, elle perturbe en fait la régulation de débit de la petite vanne. Mais en fait, elle vient l'aider parce qu'elle vient augmenter le débit dans le circuit. Et donc, comme elle vient perturber la petite, elle vient se refermer. Et tout ceci va interagir jusqu'à ce que la petite revienne vers 50%. Et donc, du VPC ou du mid-range controller, donc mid-range pour essayer de rester dans le range qui est intéressant pour la régulation, c'est pas d'office 50%, et bien c'est ça qu'on fait. On vient coordonner deux régulations et deux vannes pour qu'une vanne et un régulateur viennent aider la vanne et le régulateur principal à rester dans la bonne zone de réglage pour lequel on a de la finesse, de la rapidité, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, c'est le même scénario au niveau process que celui qu'on avait d'abord géré avec un split range, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le split range, on utilise la petite vanne plus la grande à votre charge. Ici, vous voyez qu'on essaie d'utiliser la petite range la petite vanne en permanence, quelle que soit la charge, d'avoir à 50%. Oui. C'est tout en même temps. La précision qu'on avait eu en affinant avec les règles. Si elle tourne en même temps, pas de règle tourne avec en même temps. Alors, c'est une très bonne remarque. Il y en a une deuxième que je vais donner, mais pour arriver à la même conclusion. Je viens de vous dire que la grande vanne, du coup, comment est-ce qu'elle va aider la vanne, la petite vanne à venir se remettre autour de 50%? Bien parce qu'elle va apporter un débit de perturbation sur le régulateur numéro C1. Sur le régulateur C1. Donc pour ça, et pour ta remarque que j'ai oublié, au niveau de la précision de réglage, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va régler C1 comment, niveau dynamique? On va régler C1 lent. C'est une des seules applications où vous allez trouver des régulateurs I seuls, sans proportionnel, justement pour que quand I bouge, eh bien, ça n'affecte la régulation principale, C1, que à basse fréquence. Donc l'idée, c'est que C2 vienne doucement aider C1. Ça ne sert à rien de bourrer. La réaction rapide, c'est C1 avec V1 qui le fait. Et puis, V2 doit arriver à temps pour aider V1, mais pas trop vite. Donc, c'est des applications où typiquement on a très peu d'action proportionnelle, voire pas du tout. Et donc, on peut avoir des régulateurs comme ça qui n'ont que de l'intégrale, et évidemment, surtout pas de dérivés. Ça évite du coup d'avoir trop de choc quand V2 vient essayer d'aider V1. Donc, ça sert juste à positionner V1 autour de sa zone favorable. C'est ça le mid-range contrôle ou le VPC. Et ça sert aussi à. Ça revient au même finalement ce que tu disais. Quand tu parles de sensibilité, si V2
réagit doucement, la sensibilité de contrôle, ce n'est que V1. Donc V2 ne vient pas dégrader la sensibilité de V1, c'est donc ce petit égal. Oui. C'est C2 qui va être blanc. Ah, pardon. Donc C1, c'est le régulateur principal qu'il voit comme PV la variable principale et il a comme MV la variable fine en réglage, la petite vanne. C2, c'est celui qui vient aider V1, donc c'est la grosse vanne qui n'est pas fine, et ça a comme PV le MV de C1. Oui. Du coup, c'est quoi la différence, on dit, mis à part le fait de travailler dans le range, c'est quoi la différence avec le split range? Techniquement, c'est un peu. Je viens de répéter 3 fois, donc réponds-y toi-même. C'est quoi la différence entre ça et un split range? J'ai dit 3 fois et je l'ai redit il y a 15 secondes. C'est quoi la différence entre ceci? Donc j'ai bien redit que c'est le même process, ces deux vannes, une petite et une grande. Par contre, la régulation fait qu'elles sont utilisées tout à fait différemment. La petite vanne, donc cette configuration aussi, si je suis en split range, quel est le seul moment où je l'utilise? À basse charge, bas débit. Après, j'utilise que la grande vanne en régulation normale. La petite est complètement ouverte, elle ne régule plus. Alors qu'ici, je régule sur la petite dans toute la zone de réglage. Tu vois la différence? Oui. Vérifier si la V2, c'est celle d'affinage ou À ton avis, quelle est la vanne principale dans la régulation ici? Ouais. C'est C1 qui est rapide et précis parce que c'est le principal et qui voit le PV principal. Et tu vois bien que tout le reste, en fait, on pourrait vivre sans. On pourrait vivre sans V2 et C2. Mais alors, on arriverait au max de V1 et on est vu. Donc V2 vient ensuite aider V1. Donc doucement, et avec une vanne grossière, qui ne doit pas être une vanne de régulation, enfin si, mais qui ne doit pas être une vanne fine, qui peut être une vanne lente, donc potentiellement moins chère, moins robuste, etc. Donc ça, c'est la configuration où si on veut la dessiner en schéma bloc. Et à partir du moment où on se rend compte, vous êtes tous d'accord que ça fait lien avec le schéma process qu'on a vu juste avant, et puis analytique qu'on a vu juste avant. Vous voyez, vous avez C1 qui a comme consigne et comme mesure le débit, qui est le PV principal. C1 sort la consigne de position qui va influencer le débit à travers P1. Et cette consigne de position MV1 revient aussi vers C2, de manière à ce que C2 puisse dire oui, mais MV1, cette fois, ça devrait être 50%. Et donc, si nécessaire, MV2, la grande vanne, vient pousser du débit à travers P2, va donc perturber P1. Du coup, C1 va se retrouver autour du point de fonctionnement désiré, les 50%. Et donc, comme ceci réagit par perturbation, on peut encore imaginer qu'on c'est nécessaire de réagir, d'adapter ceci, et de faire la chose suivante. Et je ne sais plus qui me le disait tout à l'heure, je ne sais plus si c'était dans ce contexte-ci. Oui, c'était toi. Je ne sais plus si c'était ce contexte-ci. Mais on peut rajouter un feed-forward, parce que comme on sait que quand V2 va agir, en fait, ça va indirectement aider V1 après avoir perturbé la sortie de P1 qui va faire réguler C1. Si on a besoin que cette régulation soit plus rapide, on peut directement anticiper cet effet-là et mettre un feed-forward. Et donc, vous allez voir que C2 va essayer de pousser V1 à aller sur ces 50% en le perturbant, mais va aussi directement aider V1, vers le bas ou vers le haut, ça dépendra évidemment, grâce à ce feed-forward pour ne pas avoir de transitoire dû à cette perturbation. Normalement, comme je vous disais, si C2 est assez lent, on ne devrait pas avoir besoin de ceci. Mais c'est vrai que si C2 est lent, qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme problème? C2 lent, c'est un peu la solution du lâche. Hein. Je vous dis que ça, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'interaction entre C1 et C2. Et quel est le problème si c'est très lent? Ben oui, vous pouvez voir que vous avez V1 qui arrive vite à 100%, enfin, donc à 50%, voire même à 100%, et que V2 arrive trop lentement pour l'aider parce que C2 est lent, et donc vous êtes trop lent, vous allez finir par déclencher par surpression, haute température, basse, donc ça peut être trop long. Donc quand on ne peut pas faire ça à cause de cette condition-là, on ne peut pas avoir V2 trop lent, C2 trop lent, et donc pour éviter alors de perturber trop C1, on va rajouter le feed-forward de C2 vers MV1. Okay. Donc le raisonnement, c'est à chaque fois ça.
j'aide avec ma structure de réglage. Si je peux être lent, j'ai souvent pas besoin de rajouter trop d'éléments. Et quand je ne peux pas, ben, j'ai besoin d'en rajouter parce que j'ai besoin que la structure de réglage soit plus fine, plus complète, lorsque on a besoin d'être et stable et rapide. Donc, on va juste revenir ici en quelques slides sur les applications dont on a déjà parlé. Pour vous dire, ben voilà, on avait déjà une belle structure de réglage. Dans ce cas-ci, on avait déjà cascade, feed-forward de suite consigne et feed-forward de réjection de perturbation. L'organe de réglage pour la régulation de température dans sa cascade avec un débit, c'était la vanne. Vous voyez qu'ici, on rajoute une pompe. Et donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir une pompe et une vanne comme organe de réglage. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye de faire varier la vitesse de la pompe de manière à ce que la vanne reste dans une certaine position, mais encore une fois, là où elle régule bien. Et donc, c'est ça qu'on fait lorsqu'on rajoute un régulateur en plus qui va venir faire bouger, faire varier la vitesse de la pompe en VPC, donc en mid-range control, pour essayer que la vanne reste autour d'une certaine valeur pour laquelle on sait qu'elle règle bien. Question de finesse et question de forme de la non-linéarité. Ce mec là, on est clairement avant le coup de saturation. Et donc ça, c'est avec un dessin de PID. Mais si on revient sur les schémas PNID, vous avez tout simplement ceci, que la vanne va venir influencer, donc réguler la position de la vanne. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez besoin de plus de débit parce que vous avez besoin de plus de température. La vanne s'ouvre. La vanne s'ouvre et donc la régulation de qui pilote la vitesse de la pompe va dire, merde, ma vanne s'ouvre trop, c'est que j'ai besoin d'aider, elle va accélérer, du coup le débit va augmenter. Du coup, comme le débit est assez grand grâce à la pompe, la vanne va pouvoir diminuer sa position tout en restant sur sa consigne de débit. Mêmes exemples que l'on avait fait sur la notion de désurchauffe, pour lequel on avait déjà aussi une désurchauffe, des feed-forward ensuite consigne, on avait parlé réjection de perturbation, non-linéarité. Et bien ici encore, si on ajoute un organe de réglage qui est la pompe, et on peut coordonner les deux organes de réglage, soit en split range, soit en VPC. Ici, c'est plutôt du VPC, pour qu'un organe de réglage aide l'autre à rester dans une bonne zone de réglage, pour lequel on sait qu'elle règle bien, qui sont finesse, non-linéarité, etc. Même chose pour l'autre exemple. Donc, il n'y a pas grand-chose à en redire. Ici encore, une fois, quelques autres exemples, je vous les laisse lire pour que vous ayez plus d'exemples à analyser, mais ça n'apporte pas grand-chose, donc je vais passer dessus. Et on arrive comme ça à la partie suivante. Donc, rappelez-vous un peu ce qui est important dans ce qu'on fait ici, et ça correspond finalement à nos chapitres, ou à peu près, je vais revenir après. L'analyse du process, les structures de réglage, le conditionnement du régulateur. Alors ici, vous n'avez pas un chapitre spécifique pour ça, c'est ça que je voulais dire. Les conditionnements de régulateur sont un petit peu répartis partout dans les chapitres, parce que c'est plus intéressant de les voir à chaque fois qu'on en a besoin que de faire un chapitre conditionnement de régulateur. Vous avez vu tout à l'heure que j'en ai parlé, par exemple, dans les conditionnements nécessaires pour les overrides, donc plusieurs régulateurs en parallèle, avec des sélections min-max sur un seul organe de réglage. Et donc, la dernière partie qui nous intéresse, c'est la partie tuning. J'insiste encore une fois, je l'ai déjà fait, sur le fait que c'est vraiment la dernière partie, parce que dans un projet de régulation, en réalité, c'est presque un détail, le tuning des boules de régulation. Même si d'un point de vue scolaire, d'un point de vue didactique, ici à l'ECAM, vous aurez passé, et c'est ce qu'on fait partout ailleurs, hein, vous aurez passé plus de temps pour l'aspect dynamique des systèmes et tuning des paramètres de régulation. Dans un projet de régulation, ça en fait toute petite partie. D'ailleurs, tout ce qu'on fait ici est une assez petite partie. Dans un projet global de régulation, vous aurez aussi énormément de travail, comme je vous l'avais dit la première fois qu'on s'est vu, dans la sélection du matériel, dans la gestion des entrées-sorties, les problèmes de communication, les problèmes de cybersécurité, il y a encore 1000 trucs. Donc, dans un projet tout à fait complet d'implémentation, ce qu'on fait en PPC ici, qui est implémentation de régulation, c'est une petite partie. Le tuning, c'est encore une petite partie de la petite partie. Mais c'est évidemment fondamental de savoir la faire. Ce que je dis juste, c'est que ce n'est pas la partie la plus compliquée et ce n'est pas la partie qui vous prendra le plus de temps. La majorité des choses ici, vous les connaissez déjà, donc vous allez voir que je vais survoler ça de manière assez rapide et aller vraiment à l'essentiel. On mélange encore une fois ici, vous le voyez par exemple avec Integrator Windup. Vous voyez ici qu'on va de nouveau mélanger la partie régulation avec le tuning et la partie conditionnement des régulateurs. C'est là la remarque que je viens de vous faire. La partie conditionnement est répartie un peu
dans tous les éléments. Est-ce qu'il faut vraiment vous rappeler ce que c'est un régulateur proportionnel? Non. Pourquoi est-ce que sur un régulateur proportionnel, on met souvent un terme en plus qu'on appelle le terme de biais? C'est la seule chose qui est intéressante à dire. Vous devez connaître évidemment tout ça, mais vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas revenir là-dessus pendant des plombs. Le régulateur proportionnel, quand il est utilisé, parce qu'il est utilisé, il n'est jamais utilisé seul, il est toujours utilisé avec un biais, en fait avec un offset ou une constante en plus. C'est ce que vous avez ici, le MV, donc la sortie du régulateur proportionnel, est proportionnelle à l'écart proportionnel, donc elle est proportionnelle cassé comme gain de régulateur et EP comme écart de réglage, et on y rajoute un biais constant ou un offset. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, vous le savez déjà, quel est le problème du régulateur sans action intégrale? C'est qu'on n'annule pas l'écart statique. Pourquoi? Eh bien parce que si j'annulais l'écart statique, je n'aurais pas d'erreur, donc je n'aurais pas d'action. Mais sans action, je ne peux pas maintenir le fait de ne pas maintenir mon écart statique, parce que j'ai besoin justement d'une action en sortie de régulateur pour me stabiliser sur ma consigne. Et c'est exactement ça qu'on fait quand on fait un régulateur proportionnel seul, c'est toujours un proportionnel plus bias, et ce bias, on va le calculer, on va le réguler en réalité, de manière à ce que ça corresponde à la constante que j'ai besoin pour annuler à peu près mon erreur statique quand je suis sur mon point de fonctionnement. C'est de l'à peu près, parce que c'est valable que pour mon point de fonctionnement. Et qu'est-ce que ça ne va pas non plus gérer comme problème pour rester sur ma consigne? Mes perturbations. Quand j'aurai des perturbations, je vais réagir proportionnellement à l'écart que ça va me créer sur mon écart de réglage, mais je ne vais pas revenir sur ma consigne parce que je n'ai pas d'intégrale. Donc, retenez que le terme de biais, il y a un peu le rôle du terme intégrateur, mais moins malin. En fait, le terme du biais, c'est quelque chose qu'on a rajouté historiquement dans le régulateur comme étant quelque chose qui était le biais auto-adaptatif. C'est comme ça qu'on a commencé à parler du terme de biais, pardon, à parler du terme de régulation. Merde. C'est comme ça qu'on a commencé à parler du terme d'intégrateur quand on a rajouté des actions intégrales dans le régulateur. Pendant 60 ans, ça ne s'est pas appelé action intégrale, ça s'est appelé automatique reset. Parce qu'en fait, ça faisait allusion au fait qu'on faisait un reset de ce terme constant. Et donc ici, vous avez un régulateur P plus biais. Ce qu'on a fait historiquement, c'est qu'on a adapté le biais, parce que comme je viens de vous dire, c'est une constante, et donc ce n'est valable que pour un point de fonctionnement, et ça ne réagit pas face aux perturbations. Et donc, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a dit que cet offset, il faudrait l'adapter en fonction de ça. Et ça a été fait par ce mécanisme d'adaptation qui est l'intégrale. Donc le terme d'intégration, il vient d'un offset qu'on a adapté parce que cet offset seul ne suffit pas, parce que c'est valable que pour un point de fonctionnement et pas si vous avez des perturbations. Donc, ça nous amène évidemment vers l'intégrale, mais retenez juste que le terme proportionnel, quand vous l'utilisez, ça se fait, ajoutez-lui une constante, normalement c'est prévu dans votre régulateur. Alors vous voyez que l'écart proportionnel ici, le EP, il n'est pas simplement calculé comme étant 7 points moins PV, mais qu'on a un terme constant là-dessus. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques semaines. C'était quoi ce coefficient de pondération que l'on vient mettre sur la consigne? Je les avais appelés, parce que c'est souvent le vocabulaire qu'on leur donne, plutôt alpha et bêta, ça va être les A et B dans les slides suivants. Quel pourrait être l'intérêt de mettre un coefficient de pondération sur la consigne? Vous voyez que si ce coefficient de pondération P vaut 1, ben, je dis que l'écart, c'est continuellement à mesure au sens classique du terme, et je peux aller, c'est souvent fait, jusque B qui vaut 0, qui fait que l'écart de réglage ne tient pas compte de la consigne. Quel pourrait être l'intérêt de faire ça? C'est en mode manuel. Vas-y. Alors ça va le ralentir, mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut éviter et qui va avoir comme conséquence qu'on le ralentira? Passer en mode manuel. Non, en mode automatique quand on fait ça, sinon, non, ça n'a rien à voir avec les transferts, les changements de choc, les changements de mode sans choc. Mais ça a un lien avec les chocs par contre. Quand exactement, quand on change la consigne de manière brusque, sous forme d'échelon, autrement dit, eh bien ça nous donne un échelon sur l'erreur, ce qui nous donne un échelon proportionnel sur l'organe de réglage. Et donc ça, dans beaucoup d'applications, on dit, ouais non, allez, ça va, j'ai une variation de consigne, j'ai pas besoin d'y aller instantanément,
je ne veux pas avoir une grosse variation sur mon organe de réglage parce que ça va perturber tout mon process. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on veut une action proportionnelle rapide quand il y a des perturbations, mais pas quand il y a des variations de consignes. On veut régler les deux de manière différente. C'est pour ça qu'on a discuté il y a quelques semaines de régulateurs à 2 degrés de liberté. Et donc les coefficients A et B, ou alpha et bêta, c'est ça qu'ils font. Ils permettent de tuner différemment la dynamique en suite consigne et la dynamique en réjection de perturbation. Si vous avez vu sur les slides précédents, vous aviez un régulateur avec non pas une entrée qui était l'écart de réglage, mais une entrée consigne et une entrée PV. Quand vous avez ça, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous avez souvent l'occasion de changer ces coefficients-là, alpha ou bêta. Je vous montrerai ça sur des applications réelles la semaine prochaine. Donc, ce coefficient de pondération, il va servir à ne pas donner un choc lorsque on a une variation de consigne, mais quand même garder les réactions rapides lorsque on a une perturbation. Parce que si je ne fais pas ça, et que je veux éviter un gros choc lorsque j'ai une variation de consigne, qu'est-ce que je devrais faire? Quoi? Ouais. Non, on est encore avec les PSE ici. Diminuer mon gain pour diminuer le choc lorsque j'ai une variation de consigne. Mais c'est con, hein. C'est pas le rôle du gain de faire ça. Et surtout, si je fais ça, ça sera plus lent également en réjection de perturbation, ce que je ne veux sûrement pas. D'où l'intérêt de ce coefficient B et ce découplage entre les deux dynamiques. Garder un régulateur dynamique, donc un grand cassé pour la réjection de perturbation, et plus mou en suite consigne. Ça, je vous laisse lire, on travaille souvent en valeur normalisée, on en a déjà parlé, c'est pas tellement intéressant. Et tout ceci, je viens d'en parler également. On vient d'en parler, je vous laisse regarder ça. C'est la remarque sur le biais par lequel j'ai commencé. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Et ça, c'est donc ce dont on vient de parler. Non, j'avais pas une remarque à vous dire ici, je ne sais pas pourquoi. Non, on vient d'en reparler. Il n'y a pas de problème. Ça, je viens d'en reparler en long et large. C'est sur l'aspect choc, etc. Oui, quand même une petite remarque, c'est vrai. Si vous n'avez pas la possibilité dans un régulateur que vous n'avez pas fait vous-même, de mettre ce coefficient B, et que vous voulez éviter un choc sur la sortie du régulateur lorsque vous avez une variation de consigne, quelle est l'autre solution tout à fait typique et qui est assez proche, évidemment? Il suffit de filtrer la consigne. Quand vous avez une variation de consigne, vous mettez un filtre ou un générateur de pente qui va empêcher d'avoir des brusques variations sur la consigne avant qu'elle soit envoyée vers le régulateur. C'est une autre solution assez similaire finalement à utiliser ces régulateurs à 2 degrés de liberté. Vous avez alors le régulateur qui est tuné de manière rapide pour la réjection de perturbation et vous ralentissez la dynamique en suite consigne avec ce pré-filtre qui est sur la consigne uniquement. Pour les automaticiens, qu'est-ce que vous connaissez du coup? Un régulateur RST pour lequel le polynôme T est uniquement sur la consigne et est le pré-filtre de consigne. Oui, C'est pas mieux. Franchement, ça dépend d'une application à l'autre. Ça dépend même pas d'une application à l'autre, ça dépend d'une personne à l'autre, c'est assez similaire. C'est une implémentation différente. Il y a quand même pas mal de trucs en régulation, quand vous regardez ce qui est programmé, où vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, mais c'est aussi une question d'habitude. Donc ici, ça sera plutôt ça. Et qu'est-ce qui est disponible? Est-ce que mon coefficient B est disponible dans mon régulateur ou pas? Je vais utiliser des régulateurs tout. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner comme type de réponse si vous avez un régulateur proportionnel? Simple. Mais dans un premier temps, si vous n'avez pas de délai, ensuite, si vous avez un délai, vous regardez ces deux réponses-là. On voit que quand on a un délai, pour un même gain, on a quelque chose d'un peu moins stable, parce que vous avez une oscillation qui apparaît. Et dans les deux cas, qu'est-ce que vous voyez? Un écart statique. Pas grand-chose à en dire, si ce n'est que si vous regardez ce qui se passe pendant le temps mort, ici, que fait le régulateur proportionnel pendant le temps mort? Pendant le temps mort du process, la consigne est montée, la sortie n'a pas encore bougé, donc l'écart de réglage est constant, donc l'action proportionnelle est constante. Okay? Qu'est-ce qui se passera lorsqu'on rajoutera de l'action intégrale là-dessus? Dans le même scénario,
la consigne continuera d'augmenter parce que l'action intégrale, elle fera tchac grâce au enfin, le pays fera tchac grâce au P, et puis l'action intégrale pendant le temps mort, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi voir une erreur constante et donc elle va croître linéairement. Okay, donc on peut directement remarquer à la tête de l'action ici qu'on n'a pas d'intégrale parce que à erreur constante pendant le temps mort, eh bien vous avez que l'action est constante. Pas grand chose à en dire, donc on a déjà discuté des conditionnements. Au niveau du tuning, même chose, vous le savez, si vous avez un régulateur proportionnel seul et que vous voulez diminuer l'écart statique, ben, vous pouvez augmenter le gain du régulateur. Vous avez calculé l'année passée avec M. Rouchard que l'écart statique c'était 1 sur 1 plus le produit des deux gains, gain du process, gain du régulateur. Et donc oui, en augmentant le gain du régulateur, vous diminuez l'écart statique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire que ça et qu'on doit ensuite aller vers l'intégrateur? Quelle va être la limite à ce raisonnement-ci? Qu'est-ce qui va se passer si j'augmente trop le gain? On peut dépasser la consigne. Ben, je vais commencer à aller vers l'instabilité. Alors ici, c'est pas le cas. Ici, apparemment, je pourrais avoir un gain aussi grand que je veux. C'est vrai dans ce cas-ci. Pourquoi? C'est un premier ordre. Parce que, voilà, parce que c'est un premier ordre sans temps mort. Donc il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'ordre. Et donc si vous avez un simple premier ordre, vous pouvez le vérifier par calcul, eh bien vous pouvez pousser le gain aussi loin que vous voulez, jusqu'à l'infini, vous n'aurez pas d'instabilité. C'est évidemment pas réel parce que vous avez toujours des petits délais, toujours des petits ordres en plus. Et donc ceci, c'est un peu trop théorique. Quand vous augmentez le gain, oui, ça pourrait paraître une solution pour diminuer l'écart statique, ce n'est pas du tout. De même, pour diminuer le temps de réponse, c'est vrai que vous voyez ici une diminution du temps de montée et du temps de réponse. Attention, il y a un moment où on va être limité à cause de la dynamique non modélisée dans le premier ordre, donc les ordres élevés et les temps. Donc dès que vous avez un délai, on est effectivement dans ce cas-là, ordre élevé ou délai, pour lequel on voit bien que oui, c'est vrai que je diminue l'écart statique tant que je suis stable, sauf que je commence à avoir tellement de problèmes d'amortissement que je suis quasiment plus jamais stable. Donc c'est pas du tout intéressant de viser d'utiliser le terme proportionnel cassé pour annuler l'erreur statique. C'est évidemment le rôle du terme proportionnel, pardon, du terme intégral. Le terme proportionnel, quel est son rôle à lui? Uniquement la rapidité de la réponse. Le terme proportionnel, c'est le choc instantané quand il y a une variation de consigne ou une perturbation. Le proportionnel, son rôle, c'est la rapidité. L'écart statique, on ne le gérera pas avec celui-là. Si vous ne mettez pas d'intégrale, c'est que vous pouvez vous permettre un écart statique. Le biais va déjà aider si vous n'avez pas d'intégrale. Mais si vous n'avez pas d'intégrale, c'est que vous pouvez vous en permettre. Donc n'utilisez pas le terme proportionnel pour annuler l'écart statique. Si vous avez besoin d'un écart statique, vous mettez un terme intégral. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Moi? Fréquentiel, vous avez déjà fait 1000 fois. Il n'y a pas tellement besoin d'en reparler. Et ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Le rôle du gain, c'est la vitesse. Attention à la stabilité. Si vous avez un ordre plus grand que 1 ou un temps mort, vous allez renier vos marges avec tous les problèmes que ça coûte. Bla 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 bla. On vient de le dire 20 fois, c'est juste des résumés de ce que je viens de dire. Ça, c'est pour votre information. Tout comme vous allez voir plus loin une remarque, oui, de faute manuelle, pour lequel on va bien dire attention, en fonction d'un régulateur à l'autre, ben, un régulateur, le proportionnel de l'un n'est pas le proportionnel de l'autre, le TI de l'un n'est pas le proportionnel de l'autre. Donc si ce n'est pas vous qui avez écrit votre régulateur, dessiné et programmé votre régulateur, la première chose à faire, c'est d'aller voir le mode d'emploi. C'est vrai pour le KP, le TI et moins pour le TD. Pour le KP, à quoi est-ce que vous devez faire attention? Eh bien, le fait que vous puissiez l'avoir dans un sens ou dans l'autre, et une autre remarque dont on a déjà parlé, le fait qu'il soit normalisé ou pas. Okay, normalisé ou pas, on en a déjà parlé. Maintenant, je reviens sur dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez au labo de régulation, l'année passée, vous avez été emmerdé un moment dans le calcul du gain de régulateur. Quand vous avez suivi le tableau de Chien, Kilrodasvik, vous avez été emmerdé un moment parce que vous calculiez le gain et que vous deviez inverser le bazar. Vous vous souvenez? C'est parce qu'en fait, ce tableau-là ne vous donnait pas le gain, mais la bande proportionnelle. Alors, retenez simplement que pour les raisons historiques, ça existe. Vous lirez ça, mais la bande proportionnelle, en fait, c'est l'inverse du gain, exprimé en pourcent. Et donc, sachez juste que la première chose à faire avant d'utiliser un régulateur, c'est d'aller regarder la signification et la forme du régulateur. La signification de paramètres, est-ce que c'est KP ou est-ce que c'est PD, la bande proportionnelle qu'on me demande?
l'un est l'inverse de l'autre. Donc, si vous voulez mettre 10 et que vous mettez 0,1, ben, évidemment, vous avez un facteur 100 d'erreur avec tous les problèmes qui vont suivre. Je referai la même remarque quand on sera sur les constantes de temps TI, TD et constante de temps de filtrage. Pour TI, à quoi est-ce qu'il faudra faire attention? Si c'est TI ou si c'est un sur TI. Si c'est TI ou si c'est 1 sur TI. Si on dit que c'est un gain d'intégrale, c'est KI ou c'est 1 sur TI. Et quand c'est TI, mais pour KI aussi, à quoi est-ce qu'il faut aussi faire attention? Les unités qui vont souvent être en minutes ou en secondes. Donc, peu d'applications en période d'échantillonnage, mais ça, mettons sur le côté, c'est assez exceptionnel. Pour TD, à quoi est-ce qu'il faudra faire attention? Si vous avez un gain KD, c'est TD. Là, il n'y a pas l'inverse, parce que TD apparaît au numérateur de votre équation, donc c'est comme un gain. Là, il faut pas faire attention à ça. Par contre, vous aurez aussi minutes ou secondes pour lesquelles vous devrez faire attention. Je reviens sur la structure qu'on a ici. Vous avez ici la remarque dans la partie proportionnelle, puis attention, la bande proportionnelle, c'est l'inverse du gain, pour des raisons historiques. Lisez ça, je ne vais pas passer du temps dessus, ici. Bon, on avance bien. Du coup, on a fini l'action proportionnelle, et on va passer sur l'action intégrale. Encore une fois, vous la connaissez, je vais rapidement passer dessus, même si vous devez connaître tout ça vraiment dans les détails. L'action intégrale pure, elle est rarement utilisée en fait. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même une application dans laquelle on vient d'en parler. Dans quel type d'application on peut trouver un I pur dans du mid-range, du valve position control, parce que justement, on veut avoir une action lente et précise, et donc on a besoin que de l'action intégrale pour sa précision, mais on ne veut pas du proportionnel, parce qu'il est trop dynamique. Donc on l'a bien compris ici, l'intégrale va donner la précision et pas du tout la dynamique. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Si vous prenez votre intégrale d'un point de vue mathématique, là voilà, vous la connaissez déjà en la place, donc on va directement aller à l'essentiel. Vous voyez que TI apparaît au dénominateur, bien avec la remarque sur le KI, bien faire attention à ça quand vous regardez une régulation. Et on repart sur le même scénario que tout à l'heure, c'est un peu bébé, mais de nouveau, avec un premier ordre sans délai ou avec délai, et qu'est-ce qu'on voit? En ayant gardé le même proportionnel que ce qu'on avait tout à l'heure, pour lequel on avait évidemment un écart statique parce qu'on n'avait pas rajouté d'offset sur le proportionnel, on voit que 1, on n'a plus d'écart statique, ça vous le savez, c'est fondamental. 2, vous voyez qu'on a un petit dépassement qui est apparu, même dans le premier scénario. C'est pas mauvais le dépassement, si vous pouvez vous le permettre. Souvent, on sait qu'avec un dépassement, eh bien, ça permet de diminuer le temps de réponse, donc cette réponse est tout à fait satisfaisante. Qu'est-ce que vous voyez quand vous avez un proportionnel, enfin un intégrateur pur? Eh bien, remarquez ici que, pardon, je viens de vous dire une bêtise, je suis déjà un petit peu trop. Qu'est-ce que je viens de vous dire comme bêtise? Ouais, mais dans mon discours, je n'ai pas tellement insisté dessus, mais je pensais qu'on était déjà ici dans le scénario P plus I. Ici, c'est bien toujours un scénario intégral pur. Où est-ce que j'ai vu que je m'étais trompé? Il n'y a pas le choc d'action proportionnelle. Et donc ici, clairement, il n'y a que l'intégrale qui joue. La consigne augmente, j'ai un écart de réglage. Mais comme il n'y a que de l'intégrale, je n'ai pas de choc. L'intégrateur commence doucement à faire monter l'organe de réglage. Du coup, comme l'organe de réglage monte, le PV monte, donc l'erreur diminue, donc l'organe de réglage monte encore, mais de moins en moins fort. Quand est-ce que l'organe de réglage commence à baisser? Change de sens, autrement dit, le maximum ici correspond exactement au passage par 0 de l'écart de réglage, et là, on repart dans l'autre sens. Donc ici, vous voyez le comportement avec de l'intégrale seule, on refera la même chose, vous l'avez compris de mon erreur, avec P plus I, et vous avez les comportements, encore une fois, avec délai et sans délai, qui montrent bien qu'avec délai, vous perdez de la stabilité. Remarque dont on a déjà parlé, le fait qu'il s'appelle reset, automatic reset, c'est ce dont je vous parlais, c'est un peu le manual reset, c'est un peu l'historique qui vient du terme de biais qui est auto-adaptatif. Ne vous trompez pas également, c'est fondamental, si vous êtes avec un TI, que vous voulez augmenter l'action intégrale, c'est diminuer le TI. Si vous êtes avec un KI, évidemment, augmenter l'action intégrale, c'est augmenter le KI. Rien d'intéressant là-dedans, vous connaissez déjà ça, il faut évidemment maîtriser ça à la perfection. Bla 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 bla, tout ça est connu, et on arrive ici au PI,
pour lequel vous voyez encore que pour le terme proportionnel, on travaille 2 degrés de liberté, donc vous avez un coefficient B qui apparaît sur le terme d'erreur qui est vu par le terme proportionnel, mais pas sur le terme d'erreur qui est vu par le terme intégrateur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne va jamais mettre un coefficient sur la consigne de l'erreur de l'intégrale, vue par l'intégrale? À cause de l'erreur statique. Développer un peu plus, c'est tout à fait correct, mais C'est-à-dire que si on a un écart statique, on peut l'amuser, on commence à mettre un facteur, on annule, mais genre pas assez ou pas qu'on veut. la philosophie de base de l'intégrale, c'est d'annuler l'écart. Autrement dit, tant que l'écart vu par l'intégrale est positif, il continue à monter. Tant que l'écart vu par l'intégrale est négatif, il continue à descendre. Ça n'a de sens, évidemment, qu'au sens classique de l'erreur, consigne moins mesure. Si vous allez mettre un coefficient de pondération là-dessus, on ne fout que le bordel. On va tout simplement, on va créer nous-mêmes un écart statique si on fait ça. Donc, pour le terme proportionnel, on va rajouter ce coefficient B ou bêta sur sa consigne pour avoir une erreur proportionnelle. Vous allez voir qu'on va faire la même chose sur la dérivée pour les mêmes raisons. Éviter le choc de la dérivée lorsqu'on a une variation de consigne. Mais attention, pour le terme intégrateur, on ne fera jamais ça. Donc remarquez bien ici qu'on a une erreur proportionnelle EP qui utilise un coefficient de pondération et donc un régulateur à 2 degrés de liberté. L'erreur au sens classique du terme est bien celle qui va vers l'intégrale. Donc on ne va jamais recalculer une intégrale spécifique, une erreur spécifique pour l'intégrale. C'est l'erreur classique que l'on utilise. Important aussi, si vous pouvez vous-même programmer ça sur un automate en ligne de code ou dans un microcontrôleur, savoir créer votre régulateur PI, c'est rien d'autre que créer d'abord la partie proportionnelle, qui est du coup proportionnelle à l'écart proportionnel EP si vous travaillez avec un régulateur à 2 degrés de liberté. Donc ça se fait au moment K, parce que vous êtes en récursif, et donc on va bien avoir quelque chose qui va se répéter à chaque itération. Donc K va être mon itération ou ma période d'échantillonnage. Deuxième ligne, eh bien, on vient calculer l'intégrale. Et là, vous connaissez Euler avant ou Euler arrière, j'ai pas envie de réfléchir, qui est que le terme intégrateur est le terme intégrateur que j'avais avant, plus la nouvelle erreur multipliée par le terme intégrateur. Donc on a bien que le terme intégrateur que j'ai maintenant, c'est le terme intégrateur que j'avais avant, plus l'erreur multipliée par le terme intégrateur, et Euler avant qui fait apparaître la période d'échantillonnage, et puis on va tout simplement faire la somme des deux, et c'est ça qui va partir vers l'organe de réglage. Ça, c'est la base du régulateur PI, si vous devez le programmer de manière simple, de manière récurrente, dans un microcontrôleur, dans un Arduino, dans un automate, si vous ne travaillez pas en schéma bloc. Oui. C'est quoi la différence de travailler avec un régulateur en série ou en parallèle? Tu me laisses 5 slides, et on va. Pourquoi est-ce que tu entends maintenant d'ailleurs? C'était tantôt, en fait, la slide d'avant. Cette là, ici, c'est une structure en série ou en parallèle? Alors en fait, quand vous êtes en PI, c'est la même chose. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour ça qu'on n'en parlera que quand on aura le PID. La forme série et parallèle, je vais vous le remontrer, mais ça va être assez évident. C'est les mêmes quand je suis en série ou en parallèle. On y reviendra tout à l'heure. Donc, je reviens ici sur ma remarque parce que je n'avais pas fini ma phrase. Donc ça, c'est votre régulateur pour la fonction normale du régulateur. Attention, il va falloir rajouter là-dessus les problèmes de conditionnement de régulateur, parce qu'il faut absolument faire quelque chose en plus que ceci pour les antichocs et pour les anti-huileux. Et la partie continue, fonctionnement normal du régulateur, pour un pays, c'est rien d'autre que ça, que vous cadencez à la vitesse qui correspond à ce que vous avez besoin selon la dynamique de votre système. Donc si on veut regarder comment réagit votre régulateur PI, vous avez déjà fait ça 1000 fois, et bien vous avez ici tout simplement que lorsque vous entrez un échelon d'erreur, donc c'est bien un échelon d'erreur à l'entrée de votre régulateur, eh bien vous avez la courbe bleue qui apparaît, pour lequel vous avez l'échelon proportionnel que vous voyez en pause, et l'échelon intégrateur qui vient s'y rajouter pour vous donner la courbe bleue qui est la somme des deux. C'est le genre de choses qu'on fait encore aujourd'hui. Ces tests-là, à votre avis, dans quel cas on fait ça? Moi, je fais ça encore une fois tous les 2-3 mois. Et je connais des gens qui font ça tous les 5 ans, qui doivent le faire valider. Quand on commence à travailler sur un régulateur et que la documentation pue un peu ou qu'il n'y en a pas, et qu'on ne sait pas trop si c'est KP, BP, TI
KI, minutes, secondes. Qu'est-ce qu'on fait? On tape un régulateur dans l'automate, on le charge dans les CPU, 0 en entrée, on force 1 en entrée, on regarde ce qu'il y a en sortie, et là on voit ceci, et on comprend directement ce qu'on a comme régulateur. Ça remplace la documentation finalement pour l'aspect continu, entre guillemets. Encore une fois, ça ne remplace pas pour les aspects gestion de saturation et gestion des transitions sans choc. Donc ça, c'est une des premières applications. La deuxième application pour laquelle on doit valider que le régulateur se comporte encore bien comme prévu, c'est laquelle à votre avis? On en a déjà parlé. Valider que mon régulateur est encore comme je le pense. On a encore parlé aujourd'hui ou la semaine passée? Non, pardon, on pourrait pardon? C'est pour moi, c'est pas de dérive. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que le régulateur peut avoir des dérives? C'est si on travaille encore avec un vieux régulateur analogique. Donc, si vous allez travailler à la centrale de Tihange, dans une tranche de Tihange ou Doul en 1 an ou 2, vous allez voir des gars qui, pendant les arrêts de tranche, vont sortir les rails de régulateur, les mettre sur une table de mesure, les alimentent et font un step de 0 à 10 volts en entrée et doivent valider que ça se comporte encore bien comme prévu. Donc, ça se fait encore pour ces deux raisons-là. Soit il faut le valider, soit vous avez un doute. C'est une manière très simple de regarder, de savoir ce qu'il y a dans le régulateur quand vous n'allez pas aller dans le code parce que c'est une boîte fermée dans le scénario numérique. Donc on est dans notre cas P plus I ici, dont je parlais tout à l'heure. Vous remarquez que là je vois que je ne me suis pas trompé. Quand le proportionnel arrive, j'ai bien directement une action. Autrement dit, j'ai bien ici du P. Et puis j'ai bien l'action intégrale ici qui va arriver doucement et annuler mon erreur statique. Donc oui, il n'y a rien de gros là-dedans, vous le savez déjà. J'annule mon erreur statique. Si j'ai le délai, encore une fois, ça pue, ordre plus élevé et délai, mais si je ne fais pas attention, j'ai quelque chose avec trop de dépassement, et puis pas assez d'amortissement, et puis un instable, ce qui est vraiment d'autant plus critique que mes délais sont importants. Alors, chose très intéressante pour l'aspect implémentation, et ça va faire le lien avec une partie que je vous ai annoncée pour l'override. Si vous regardez votre régulateur PI, et que vous vous amusez à le réécrire, je ne vais pas le faire avec vous parce que je n'ai pas envie, ou parce que je n'ai pas le temps, c'est très très con. Vous savez remontrer que le régulateur PI que vous avez là, vous le reconnaissez, à la sortie du régulateur, c'est KP fois l'erreur, fois l'action intégrale, qui est l'action intégrale. Et si vous le remettez sur la bonne forme, eh bien vous pouvez montrer ici que que MVI peut apparaître sous forme de dérivée. C'est logique, en fait, c'est le régulateur PI pour lequel l'intégrale est là. Et quand vous l'isolez en la faisant passer de l'autre côté de l'équation, c'est ça qu'on fait ici, et du coup vous avez une dérivée qui passe de l'autre côté de l'équation. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que quand vous voyez cette expression-ci, vous devriez reconnaître quelqu'un là-dedans. Est-ce que vous connaissez une forme que vous connaissez? T fois D x sur dt plus x est égal à U. C'est quoi comme fonction de transfert? Quoi? Exponentielle, c'est pas une fonction de transfert. Ce que tu dis n'est pas faux, mais enfin, il y a un lien, mais il est très indirect. Vous connaissez une fonction de transfert du premier ordre, en fait, là. C'est un premier ordre. Et donc, qu'est-ce que ça vous montre, ça? Qu'un régulateur PI peut se réexprimer en calculant l'action intégrale sur base d'un premier ordre, mais pour lequel l'entrée est quoi? Mais regardez ici, l'action intégrale peut être calculée comme étant la sortie d'un premier ordre de constante de temps TI dont l'entrée est la sortie du régulateur. Autrement dit, on peut réexprimer ceci, redessiner ceci sous la forme suivante. Le régulateur PI, c'est quoi? C'est l'erreur, j'oublie ici le degré de liberté, qui rentre dans le gain KC, ça vous donne l'action proportionnelle. Vous allez rajouter l'action intégrale qui est MVI, qui est calculée comment? Comme étant la sortie d'un filtre du premier ordre dont l'entrée est la sortie du régulateur. Et comme vous avez votre P plus I, vous avez la sortie du régulateur, et donc vous le rebouclez comme ceci. Donc ceci, c'est exactement la même chose que le PI qui est écrit sur le slide avant. C'est rigoureusement la même fonction de transfert. Mais cette forme-ci, on l'aime bien. Déjà, il y a de nouveau une raison historique. Avant, l'action intégrale, on la réalisait comme ça de manière analogique avec des soufflets. Donc les actions intégrales dans le régulateur pneumatique, c'était des soufflets, donc des petits accordéons comme ça qui bougeaient en fonction de la pression. Et on réalisait comme ceci ce qu'on appelle une contre-réaction positive. Si vous regardez ça ici, c'est bien ça qu'on a. On n'a que
la sortie re-rentre dans elle-même avec une contre-réaction positive. Et mais vous savez que ça pue les contre-réactions positives. Qu'est-ce que ça crée comme problème? La stabilité. Instabilité. Est-ce que c'est normal ici d'avoir un truc instable? Ah oui, c'est un intégrateur, évidemment que c'est instable. On n'a pas fait d'erreur. L'intégrateur, il se fait justement parce que vous avez la sortie qui est là, qui revient à se rajouter au terme proportionnel, et donc c'est la sortie qui vient se rajouter sur elle-même. Et donc comme la sortie se rajoute sur elle-même, quand est-ce que la sortie va arrêter de monter? Quand la sortie sera égale à la sortie et que vous ne rajouterez rien comme P. Autrement dit, la seule manière d'arrêter ce truc-là, d'arrêter de le faire monter ou descendre, c'est que le terme proportionnel soit 0. Parce que ce que vous faites, c'est que le P se rajoute lui-même plus P, lui-même plus P, lui-même plus P, lui-même plus P. Donc c'est assez logique de retrouver cette forme qui est que on sait réexprimer l'action intégrale sous une forme d'une contre-réaction positive d'un filtre du premier ordre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ceci? Eh bien parce que les termes, les gestions, pardon, des saturations et des magnétons sont faits de manière assez naturelle là-dedans. Si vous mettez les limitations de sortie du régulateur et même peut-être les limitations de pente comme vous l'avez là, pour les autos, c'est une limitation de contrainte en delta U. Donc si vous mettez les limitations de l'organe de réglage, min et max, qui sont la première limitation sous forme d'un écrêteur, comme j'avais déjà dessiné, et la deuxième qui symbolise une pente maximum, parce que par exemple la vanne ne peut pas s'ouvrir à plus de 2% par seconde ou par minute, et bien le gros avantage de ça, c'est que le régulateur est en fait conscient de ces limitations parce qu'elles re-rentrent dans le régulateur à partir de ce qui est réalisable sur le régulateur. Des fois, on fait même plus que ça. On ne va pas rechercher la consigne de l'actionneur après limitation, on va carrément rechercher le feedback, la mesure de l'actionneur, et c'est lui qui re-rentre avec un filtre du premier ordre dans le régulateur. Donc, pourquoi est-ce que ceci est naturellement sain en termes de gestion d'anti-Winden? Comment ceci va se comporter en réalité? Est-ce que vous avez au tableau? Oubliez la deuxième limitation, c'est en gradient, c'est moins problématique. Prenons simplement la première. Qu'est-ce qui fait que le régulateur ici ne va pas s'envoler et qu'il ne faut pas prévoir de gestion logique d'anti-choc, de blocage et blablabla? Ouais. Comment ça va se passer dynamiquement? Si l'action qui est devant, ou alors que la limite. Non. Ouais. Juste aller jusqu'à la limite. Et une fois qu'on est à la limite, est-ce que ça peut s'emballer? Non. Or, c'est ça le problème de l'anti-wind-up, c'est que quand on est à la limite, le régulateur a son action intégrale qui est en amont, il ne voit pas que ça s'emballe, et donc il dit je m'en fous, je pousse, je pousse, je pousse. Sauf si vous allez prévoir une gestion de saturation avec un bit, attention, je suis arrivé au max et des trucs comme ça. Ici, ça se fait naturellement parce que vous voyez bien que si la sortie est limitée à 100% par l'écrêteur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En réalité, je casse l'action intégrale. Et donc, elle ne peut pas être instable. L'action intégrale, ici, elle est faite par l'association du filtre du premier ordre et de la contre-action positive, comme on vient d'en discuter. Lorsque vous saturez l'organe de réglage, en fait, vous coupez la chaîne directe, donc vous coupez l'effet de contre-action positive, et donc vous n'avez plus l'action d'intégrateur. Et donc, vous avez ici un régulateur qui est naturellement sain, et pour lequel vous ne devez pas rajouter de logique de conditionnement de régulateur. Donc c'est une forme qu'on utilise encore aujourd'hui quand on programme les régulateurs de manière numérique. C'était également la forme assez originale, enfin originale au sens premier du terme, lorsqu'on a implémenté les régulateurs PI à partir de régulateurs pneumatiques. Et donc on retrouve là un filtre du premier ordre, blablabla, on en a déjà parlé. Et donc, il y a un petit truc intéressant à remarquer quand on analyse ceci. Si vous avez un système du premier ordre et que vous voyez maintenant que le PI peut se réexprimer comme étant le gain et l'action intégrale qui est un filtre du premier ordre en contre-réaction positive, c'est assez intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le scénario spécifique, ou scénario spécial comme vous le voyez ici, où vous allez avoir le choix que vous allez souvent faire, hein, des fois, pardon, on a déjà discuté, parce que c'est bien pour le suivi consigne, mais pas la réjection de perturbation. Donc le choix, vous avez TI égale T, taux, et le choix cassé est égal à 1 sur KP. Donc si on prend la constante de temps de l'intégrateur comme étant égale à celle du process,
et la constante et le gain du process comme étant l'inverse du gain du régulateur. Pourquoi est-ce que ça donne un cas un peu spécifique? Ben, qu'est-ce que ça donne? Constante de temps du process, sortie du régulateur, process. Et j'impose ici que ceci est égal à 1 sur le gain du process. Kp, pour respecter la notation qu'on a ici. Ça nous donne quoi comme fonction de transfert, ce machin-là? C'est pas comme s'il n'y avait pas de régulation. Ça revient effectivement à ne pas mettre de régulateur. Autrement dit, la dynamique ensuite consigne est la même que la dynamique du process. Comment est-ce que tu as vu ça? J'ai l'impression qu'il faut ça. Ouais, bah, Sur KP, quand on va sortir de LP, on aura KC qui vaut 1 sur KP, KP sur KP, et TI, vu que TI est égal à TP, bah, du coup, le numérateur est égal à dénominateur. exactement. En fait, si vous déplacez ce gain ici et que vous le compensez là où vous devez, eh bien, vous avez une simplification des gains et vous avez une simplification des constantes, enfin, de la constante de temps du régulateur. Et vous avez un régulateur tel que la dynamique ensuite consigne est la même que la dynamique du process. Amusez-vous à regarder ça, soit de manière intuitive, comme je l'ai dit, soit en le calculant. Et comme vous avez que la dynamique ensuite consigne est la dynamique du process, ça veut dire que vous avez quoi comme forme d'action quand vous avez une variation de consigne? Qu'est-ce que vous allez avoir comme forme d'action MV? Si en boucle fermée, le subconsigne est la même dynamique que le process. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme forme d'action qui fasse que le système répond avec sa dynamique naturelle? Ben, un step. Et donc, dans cette configuration-ci, vous allez voir que vous avez du P et vous avez du I, mais la somme des deux va être telle que vous avez ici un échelon. Donc vous avez ici le terme proportionnel qui va pousser sur le système. Comme il pousse sur le système monte pour se rapprocher de sa consigne. Donc l'erreur diminue, donc le terme proportionnel diminue. Et en parallèle de ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le terme intégrateur qui monte. Et si vous regardez ceci, encore une fois, soit vous le voyez directement comme ça, soit vous prenez un peu plus de temps, mais faites l'exercice, vous allez voir que le P plus le I me donne un échelon. Parce qu'en fait, on a fait des choix ici de compensation en disant T égale taux, KC égale 1 sur KP, on dit produit des deux vaut 1. Et donc ça nous donne ce résultat. Donc souvent, c'est une règle qu'on utilise comme tuning de base. On dit, ben, mon système, il a à peu près 100 secondes de constante de temps, il a à peu près un gain de 2, bien, je vais mettre un gain de 1 sur 2 et un TI de 100. Et ça, c'est souvent la règle de base qu'on utilise. Alors attention, elle n'est valable que lorsque vous avez un premier ordre. Et si vous approximez grossièrement votre système avec un premier ordre, eh bien, c'est une très bonne première manière de réagir. C'est facile à retenir et ça marche assez bien. Donc pour un premier ordre, c'est correct. Et pour une approximation du reste correct, pour une approximation de premier ordre, ça reste intéressant comme première approximation. Qu'est-ce qui va se passer sur ceci si ensuite vous voulez aller plus vite? Eh bien, encore une fois, si c'est un premier ordre, il suffit, et je vous demanderai de le démontrer si vous avez certaines questions, il suffit de changer le gain du régulateur pour faire varier la constante de temps de manière proportionnelle au gain du régulateur. Donc je reviens en arrière. On a dit que si on avait comme gain du régulateur 1 sur Kp, on avait la dynamique naturelle du système. Si on change le 1 par 0,5, on est 2 fois plus lent que le système naturel. Et donc du coup, on a évidemment que l'action que je vais balancer sur le système, l'entrée du système va être moins agressive que l'échelon que j'avais avant. Inversement, si je veux aller plus vite, et que j'ai un coefficient, c'est pas ça que je voulais faire, et que j'ai un coefficient 1,5, et je vais bien
répondre plus vite que ce que j'avais avant et avoir évidemment un organe de réglage qui est plus agressif qu'un échaud. Ça, c'est la remarque qu'on avait déjà fait sur les bit lags que vous retrouvez ici un peu dans un autre contexte. Oui. On est d'accord que le premier cas, il n'a aucun intérêt. Si, Il il a n'y avait comme pas un... un régulateur pour. Ah si, parce que tu passes déjà en boucle fermée sans prendre de risque. Ah, Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est demander à la dynamique en boucle fermée d'être égale à la dynamique du process. C'est pas dangereux, je sais que je vais pas être trop exigeant. Donc je fais ça comme premier essai, et puis je commence itérativement à essayer d'être plus rapide si nécessaire. Même chose pour faire varier la constante de temps, je vous laisse regarder ça. C'est intéressant, mais pas au point de passer des heures dessus. Alors, petit détail, faites attention, sur certains régulateurs, quand vous voulez ne pas utiliser l'action intégrale, vous devez mettre TI égale à 0. J'ai déjà vu ça une fois, c'est dangereux à crever évidemment. Hein. Parce qu'un tout petit i, c'est une action intégrale énorme. Donc en fait, ce que eux font dans l'algorithme, dans l'automate, c'est qu'il y a une condition logique, et eux disent, bah, si TI égale 0, j'enlève l'action intégrale. C'est super dangereux. Regardez ici, si vous faites ça, mais que vous mettez 0,0001 à la place, vous avez en fait une action intégrale énorme. Donc faites attention à ça, ça n'existe pas souvent, mais encore une fois, lisez le régulateur. Si vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas enlever l'action intégrale, qu'est-ce que vous devez faire? Mettre l'action intégrale à une valeur très grande, mais souvent vous allez pouvoir la désactiver en la cochant. Je prends du i ou je ne prends pas les i comme par l'autorégulation. Ou bien dans les vieux automates pour lesquels vous avez des petits modules qui ne sont pas dans des PLC, on en a déjà parlé, vous avez des petits jumpers, des petits interrupteurs, qui vont vous permettre de changer les valeurs des paramètres et activer ou désactiver le P, le I et le P. Donc encore une fois, tout ça se retrouve dans le mode d'emploi. Faites bien attention à tout ça. Alors, au niveau tuning, on en a déjà parlé, etc. Juste petit exemple. Qu'est-ce que je peux mettre, oui. Donc on revient, c'est ça. Donc on revient ici vers la règle de tuning maintenant avec le P et I pour lequel on va faire le PI. Donc ce que vous allez faire en général, soit c'est partir, comme je le disais, vous avez une approximation de la constante de temps équivalente du système, on met ça dans TI. Une approximation du gain du process, on met l'inverse dans TI. Faites attention si c'est normalisé. Ça, c'est une des méthodes. Une autre méthode, si vous voulez ne pas commencer avec de l'action intégrale, c'est de commencer avec un petit gain et de l'augmenter jusqu'à ce que vous ayez un dépassement que vous trouvez anormal. Encore une fois, quand vous n'avez pas d'action intégrale, si vous voulez commencer votre tuning uniquement avec l'action proportionnelle, c'est pour gérer l'aspect vitesse, et vous ne devez pas essayer d'annuler un statique avec ça. Donc on va faire des réponses initiales ensuite consignes, successives, à chaque fois avec un gain différent. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, selon que vous soyez en réjection de perturbation ou suite consigne, on va y arriver, on peut s'autoriser tel ou tel dépassement. Ici, si je suis en suite consigne, je vais autoriser un très léger dépassement, parce que je dois encore ajouter l'action intégrale au-dessus de ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va choisir le gain que l'on a pour un petit dépassement, et on va venir, à partir de ce gain-là, lui rajouter du proportionnel. Et encore une fois, si on s'amuse à varier les TI, qu'est-ce qu'on va voir? Et si on a peu l'action intégrale, donc un grand TI, on va avoir quelque chose qui se traîne trop, qui est trop lent, il y a une queue assez lente sur la fin. Vous en rajoutez, vous avez quelque chose de sympa entre les deux. Si vous en mettez trop avec un trop petit TI, vous avez encore une fois du dépassement. Et si vous continuez, un manque d'amortissement et des risques de stabilité. Donc voilà celui que vous allez garder typiquement. Ça, c'est la procédure trial and error la plus classique que l'on utilise en industrie. Si vous avez un délai, c'est la même chose. Ah non, pardon, on a encore un délai ici. Ici, on passe sur la réjection de perturbation. Et c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En réjection de perturbation, et je devrais rajouter une phrase ici, je vais vous demander de la rajouter à ma place. Si je suis en réjection de perturbation et que, alors, on va autoriser un dépassement un petit peu plus grand. On va prendre ce dépassement-là avec le proportionnel, et encore une fois, rajouter notre terme intégral et aussi avoir un dépassement un petit peu plus grand. Quelle est l'hypothèse que je fais dans ce et que je n'ai plus apporté ici, que j'avais apporté avant, alors que vous voyez qu'on a fait un premier test où on a montré une manière de faire du tuning pour du suite consigne, et puis un deuxième test pour lequel on a montré comment faire du tuning pour de la réjection de perturbation. Qu'est-ce que je fais comme hypothèse ici?
perturbation est connue. Non. Non. Je fais une hypothèse pour celui-ci. Celui ensuite consigne. Pas bien. Celui ensuite consigne. Si je dis attention, je fais du suite consigne, donc je dois calmer les gains, enfin, KP et TKC et TI du régulateur pour ne pas avoir trop de dépassement ensuite. Ça fait une hypothèse, j'ai un régulateur à 1 degré de liberté. Sinon, je peux très bien dire que les deux performances que j'ai ici, je peux les avoir avec le même régulateur en jouant sur le coefficient B et le coefficient C qui apparaîtra, dès qu'on va avoir de la dérivée. Okay, donc les remarques ici sur la méthodologie du suite consigne, la méthodologie pour la réduction de perturbation, ce qu'on vous montre ici, c'est que vous faites soit de ça, soit de ça. Sous-entendu, vous avez un régulateur avec 1 degré de liberté et vous faites le tuning pour l'un ou pour l'autre. Vous avez compris que le paramètre B, justement, c'est pour être bon pour l'un et pour l'autre. Et donc, on peut parfaitement réussir avec B à avoir ces deux performances-là avec le même régulateur. Donc ça, c'était, même si on a fait un tuning juste ici avant pour de la réjection de perturbation, on voit bien qu'il est plutôt trop dynamique en suite consigne. Comparons maintenant les deux régulateurs, celui qu'on a synthétisé pour du suite consigne et celui qu'on a synthétisé pour de la réjection de perturbation. Mais tous les deux dans une simulation de réjection de perturbation, on voit ce qu'on attend. Le régulateur qui est détourné pour faire du suivi de consigne, donc celui dont la réponse apparaît en vert foncé après la perturbation, que vous voyez apparaître après 5 secondes. Vous voyez que la réjection de perturbation vert foncé, donc avec un régulateur tuné pour du suivi de consigne, est plus lente que celle en vert clair, qui est celle pour laquelle on a tuné le régulateur pour faire de la réjection de perturbation. C'est typiquement le cas. Les régulateurs en réjection de perturbation vont avoir des gains et des TI plus dynamiques que ceux qui sont destinés à faire du suivi de consigne. Encore une fois, si vous voulez les deux, vous avez le paramètre B qui sert à ça, ou le préfiltre de consigne qui peut servir à ça. On est jusqu'à midi ou il est moins quart? Moins quart? C'est vrai? Et bien voilà qui finit avec une précision chirurgicale comme d'habitude, ce qu'on veut faire.